Alors, bonjour à tous. Ne partez surtout pas, parce que je pense qu'on va vivre un bon moment. Le sujet de la présentation, c'est VC, mode d'emploi. Et ça représente bien, finalement, ce à quoi sert France Digital, c'est-à-dire à la fois une association qui regroupe à la fois des VC et des entrepreneurs. Et donc, eh bien, on va échanger tous pour finalement voir si est-ce que c'est bien de lever des fonds, comment il faut faire, et puis surtout, après, finalement, se marier avec un VC, voilà, c'est vraiment comme un mariage, une histoire d'amour où il y a des hauts, des bas, et comment on gère cette histoire d'amour au fur et à mesure du temps. Donc peut-être la première question... Peut-être la première question pour Benoît. Est-ce qu'il faut vraiment lever de l'argent? Est-ce que c'est une obligation de lever de l'argent? Non, je ne pense pas que ce soit une obligation. Je crois que chaque société est particulière. La beauté du digital, c'est que je crois qu'on peut développer un premier produit ou arriver relativement loin sans lever des grosses sommes d'argent. On peut faire quelque chose avec 50 000, 100 000, 200 000 euros. Donc ce sont des sommes qui sont disponibles, je ne dis pas à la portée de tout le monde, mais relativement facilement. Certaines sociétés nécessitent plus d'argent. Il est évident que lorsqu'on veut faire un déploiement plus agressif à l'international, il faut clairement lever de l'argent, mais on n'est pas obligé de lever de l'argent tout de suite. C'est pas une fin en soi. Et moi, je reste persuadé que c'est les chiffres qui le disent, hein, beaucoup de sociétés à succès ont été financées avec très très peu d'argent. Alors ça rend jaloux toute la profession des investisseurs parce qu'on s'aperçoit que des gens peuvent se développer des grands succès comme Vente Privée, comme Mythic, ça a été développé avec très très peu d'argent. On est tous jaloux parce qu'on s'aperçoit que ces gens peuvent faire sans nous. Et je pense aussi que c'est pas l'argent qui rend bête, mais c'est plus le manque d'argent qui rend intelligent. On apprend à être efficace et quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on dépense 1 euro, c'est qu'on fait son calcul que ça rapporte 1,10 € ou 1,20 €. Et lorsqu'on a beaucoup d'argent en caisse, on est peut-être moins attentionné. Mais je crois que chaque société est un cas particulier, donc faut pas faire de généralité. Et chaque société, chaque fondateur est particulier. Tu nous racontais quand même hier que finalement une société sans argent, c'est pas plus mal. parce que finalement on est obligé d'être créatif, intuitif et puis d'agir très très vite. Tout à fait. Un autre grand succès, une société comme Business Object, à l'époque, était créée avec, je crois, 3 millions d'euros en 5 tours d'investissement. Et donc, l'equity story des Business Object, c'est 3 millions d'euros levés, a donné un produit de cession de 6 milliards d'euros. Et quand pour 3, on lève 6 milliards d'euros, comme on dit, il y a à boire et à manger pour tout le monde. C'est un vrai succès. Voilà. Et c'est une palissade pour gagner de l'argent dans une société. Il ne faut pas investir beaucoup. Quand on investit 20-30 millions d'euros, pour gagner de l'argent, il faut vendre la boîte 200 millions d'euros. Les boîtes à 200 millions d'euros, statistiquement en France, c'est une fois tous les 2 ans. Bon, il y en a eu une avant-hier avec Neoline qui s'est vendu pour 400 millions d'euros. Ça arrive très peu souvent et malheureusement trop peu souvent. Alors finalement, si on décide quand même de lever de l'argent, Cécile, tu peux nous raconter ton histoire. Est-ce que un VC, ça sert peut-être aussi à autre chose que juste à être un banquier, en fait? Alors, déjà, moi, je trouve que parfois, pour certains secteurs, moi, j'ai un site e-commerce, et c'est vrai que si on veut accélérer et pas rester à une petite boutique en ligne, il y a un moment donné, étant donné qu'on a un besoin aussi en BFR et un besoin pour financer les collections et donc financer aussi l'investissement marketing, mine de rien, on n'a pas d'autre choix et d'autres alternatives que de s'adresser au capital risque. Donc déjà, ça aide quand même un VC à financer. Et particulièrement, je pense, dans le e-commerce, à moins de vouloir rester avec des toutes petites croissances de 5-10% et d'avoir un petit site e-commerce. Donc déjà, c'est un premier rapport, on va dire. Après, c'est vrai que s'adresser en fait au capital risque, moi je cherchais vraiment beaucoup plus qu'en fait des fonds. Pour moi, c'est des investisseurs mais qui sont actifs et qui apportent vraiment plus qu'un simple financier. C'est un vrai, je considère les investisseurs comme des vrais partenaires, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un vrai mariage, hein, c'est un pacte. On fait notre vie pendant au moins 5 ans ensemble et ce sont des vrais accompagnateurs dans le sens ils nous ouvrent leur réseau, donc c'est un facilitateur, ça permet vraiment de gagner du temps, d'avoir un carnet d'adresses assez rapidement et d'avoir accès vraiment aux bons experts plus facilement. C'est des accompagnateurs dans le sens où on se voit régulièrement, on pose les fondements, on réfléchit à des prises de décision stratégiques, on les réfléchit ensemble et ça permet d'avoir un ping-pong et quand on est entrepreneur, de ne pas se retrouver aussi tout seul à prendre toutes les décisions. Je trouve que c'est vraiment important de les partager et d'avoir ce ping-pong-là. Je pense accompagnateur, investisseur et en même temps facilitateur. Et puis aussi, on parlait un petit peu de discipline, parce que finalement, oui.
Ça permet aussi de régulièrement se poser sur ces métriques et de ne pas dire ah ben là j'ai pas le temps de faire mon reporting et j'attendrai dans quelques mois, mais de se poser vraiment régulièrement sur ces métriques, d'échanger, surtout avec la chance en fait je dirais d'avoir un VC, c'est qu'ils voient plein de boîtes. Enfin, là, ils ont plein de boîtes dans leur portefeuille, diverses et variées, donc ils ont, je dirais, éprouver aussi tout un tas de choses. Ils peuvent nous dire voilà ce qui marche là, ce qui marche pas là, les écueils à éviter, aussi les paliers un peu de croissance, parce que c'est vrai que moi par exemple c'est ma première boîte, donc je ne sais pas forcément, voilà, à un moment donné peut-être qu'à 10 millions il faut passer à tel stade, se structurer assez tôt, et c'est vrai que les VC nous aident à passer ces caps un peu mieux, et effectivement une certaine rigueur sur le suivi de la gestion et des métriques. Emmanuel, est-ce qu'un VC, c'est si rose que ça? Non, je pense que c'est pas si rose que ça. C'est comme pour tout, on doit appliquer avec les VC des règles universelles de management. Je vais peut-être revenir sur au moment de la levée de fonds, quand on choisit ses partenaires. Ils font des due diligence sur l'entrepreneur, les entrepreneurs, l'équipe, la société. Je crois que de la même manière, il faut que les entrepreneurs fassent leur propre due diligence. Et la première chose à demander, c'est les contacts des entrepreneurs qui ont été accompagnés pour discuter avec eux et pour voir si on pourra s'entendre sur le long terme, puisque comme on l'a dit, c'est un mariage pour plusieurs années. Donc je pense que c'est très très important de se renseigner côté entrepreneur en amont avant de s'engager avec un ou plusieurs VC. Et ça, Nicolas, vous le prenez bien que des entrepreneurs qui sont en cours de levée de fonds vous disent, bah, écoutez, voilà, moi j'ai rencontré plusieurs VC, ça va être une longue aventure, je vais aussi faire ma due deal sur le fonds avec qui je souhaite travailler. On nous prend très très bien, parce que c'est vraiment ça qui nous différencie avec les autres VC. C'est la qualité des due diligence qu'on prend sur nous, donc on le prend très très bien. Non, non, mais oui, c'est un risque. C'est vrai qu'on accepte. C'est un risque qu'il faut prendre. C'est un risque qui est légitime. Et si on passe cette étape, on a en face si cette étape passe de façon successful, ça permet de bâtir la confiance et de partir sur des bases solides et de savoir, de connaître mieux pour l'entrepreneur, de connaître mieux son VC, ses limites, ses forces, et donc de partir sur de bonnes relations. Et de toute façon, l'entrepreneur, au bout de 2 mois, s'il ne fait pas ses calls, il va découvrir assez vite qui est en face de lui. Et si on part sur des mauvaises bases avec un mauvais couple, on le paye pendant 5 ans au moins. Alors justement, comment on fait, puisque là on est rentré dans la due deal, comment on fait pour bien choisir son VC? Alors on va peut-être déjà vous demander l'avis côté VC, quoi, vos recommandations, et puis après on verra avec Emmanuel et Cécile. Comment on fait pour bien choisir son VC? Bien choisir son VC, déjà, à mon avis, c'est déjà faire en sorte d'être choisi par son VC. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus facile d'être appelé, d'être désirable, et c'est ça qui fait qu'on est en relation de force, c'est ça qui fait qu'on lève facilement, et c'est ça qui fait qu'on a le choix aussi dans les partenaires avec qui on va s'unir. Bien choisir son VC, c'est aussi faire des due diligence, c'est savoir quel est le VC qui connaît mon secteur, quel est le VC qui est là sur la durée, quel est le VC qui est actif, quel est le VC qui a de l'argent, quel est le VC qui est plutôt en début de fonds qu'en fin de fonds, et quel est le VC avec qui j'ai un fit. Le fit est énorme, on passe par des pentes de croissance, par des gros moments de doute, des moments dans la vie d'une start-up, les jamais linéaires, il y a des moments très difficiles où on est souvent face à la décision de continuer ou d'arrêter. S'il n'y a pas de confiance réciproque et si on ne fait pas confiance à son VC et vice-versa dans ces moments-là, on se prépare 5 années très difficiles. Alors, juste un petit point là-dessus, on parle beaucoup de confiance entre un VC et les équipes. Elle se construit comment, la confiance? Emmanuel, je crois qu'encore une fois, ce sont des règles universelles de management. Il faut avoir à la fois un esprit de synthèse avec son partenaire et tout partager avec lui. C'est-à-dire pas tout partager, tous les points importants de la société, qu'ils soient positifs ou négatifs, et de manière extrêmement régulière, sans attendre forcément les rendez-vous des boards et des réunions un petit peu officielles. Et donc quand on est dans cette relation de totale transparence, la relation de confiance se crée automatiquement.
C'est effectivement pas hésiter à alerter si on sent qu'il y a un problème et à savoir annoncer les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Parce que voilà, un VC n'attend pas uniquement que les bonnes nouvelles. Parfois, il faut l'alerter sur on sent qu'il y a un petit dysfonctionnement, on sent qu'il y a un problème parce qu'il est là en fait pour nous aider. Pour moi, je considère vraiment que c'est un allié. On est dans le même bateau et on a un allié voilà, pour un peu les hauts et les bas. Je crois que la pire des choses qui puisse nous arriver à VC, c'est apprendre le 15 août qu'il faut qu'il fasse les salaires du 30 août. Alors, s'il a anticipé ça... C'est vrai pour les autres mois aussi, hein, pas que pour le mois d'août. Hein. Oui, c'est vrai pour tout. Mais c'est vrai qu'on réagit, si on sait 6 mois avant qu'il va y avoir un problème, qu'on nous montre le problème, on a le temps d'y réfléchir, on a une confiance déjà forte parce que dans la capacité d'anticiper et de transparence, et on a le temps pour résoudre ce problème. Si quand on est pris au cours, au dernier moment dans l'urgence, on est moins intelligent pour résoudre le problème, et puis le capital confiance prend vraiment un coup dans l'aile. D'accord. Donc en fait, la transparence en donnant le bon niveau d'information, mais pas trop non plus, pour pouvoir gérer correctement. Alors tout ça c'est bien beau, mais il faut réussir sa levée de fonds. Alors, dans l'intervention précédente, ils ont commencé à aborder le sujet. Mais c'est vrai moi, je suis souvent sollicitée par des entrepreneurs qui me disent « Mais comment tu as fait pour réussir ta levée de fonds ?» Et même s'il n'y a pas de secret, il y a quand même quelques règles. Benoît, si tu veux nous donner quand même, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas décider d'investir dans une société ? Déjà, avant tout, quand on investit dans une société, on investit avant tout sur une équipe. Hein, c'est une la palissade, mais c'est toujours bien de le redire. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est les entrepreneurs, c'est les suivre un petit peu sur la durée, les voir 1 fois, 2 fois, même peut-être 6 mois ou 1 an avant leur création de société pour voir la manière dont ils évoluent, parce qu'on aime bien voir un peu une dynamique plutôt qu'une statique. Hein. En clair, on préfère voir un film qu'une photo. Puis après, les secrets d'une levée réussie, c'est plein de choses, c'est plein de petits détails. Alors après, pour qu'un entrepreneur rencontre des investisseurs, c'est toujours bien quand ceux-ci sont référencés. Vous savez, quand on reçoit des business plans sur notre boîte mail, des gens qu'on ne connaît pas, c'est un peu comme lorsque vous recevez un CV par la poste, qui vous avez comme ça, vous avez une chance sur 1000 de le recruter. Alors que lorsque vous recevez un CV qui est recommandé par une personne que vous connaissez, en qui vous avez confiance, en clair, quand un entrepreneur que j'ai déjà financé me dit « Benoît, tu devrais voir tel entrepreneur parce qu'il est un petit bien », 9 fois sur 10, je le rencontre, et c'est un grand filtre. Voilà, Alors, en revanche, tu m'as dit quelque chose qui m'a interloqué et que j'ai trouvé bien, parce que souvent on se dit « Oui, d'accord, c'est bien beau, mais moi, les relations, je ne connais pas les contacts de Benoît, et donc comment je peux rentrer en contact si j'ai une idée de boîte et que j'ai déjà mon CTO, j'ai commencé à faire mon proof of concept, mais finalement j'aimerais bien qu'ID investisse dans ma société, mais je ne connais pas Benoît. » Et là, tu as répondu quelque chose que j'ai trouvé bien, c'est-à-dire si on est un bon entrepreneur, on trouve toujours le contact pour un moyen d'accéder, puis de rencontrer des gens qu'on connaît. Enfin, là, ça se fait beaucoup par réseau intermédiaire. En revanche, Emmanuel et Cécile ont dit quelque chose, c'est que finalement, bien réussir sa levée de fonds, c'est tout ce que tu viens de dire, mais il y a aussi autre chose qui entre en jeu, c'est la concurrence, quoi. À un moment, s'il y a un côté sexy dans ce qu'on présente dans l'équipe, etc., par rapport à d'autres projets qui sont dans l'air du temps chez les VC, ça peut faire la différence. Oui, je crois qu'une bonne levée de fonds, elle doit être relativement rapide, en tout cas inférieure à 6 mois, et on doit arriver à créer de la concurrence. On est dans une vraie démarche commerciale, on se vend, et pour bien se vendre, il faut qu'il y ait plusieurs acheteurs possibles. Et effectivement, réussir sa levée, c'est avoir le choix de plusieurs VC et de se dire, bon, bah, j'arrive à la term sheet, j'ai 3-4 term sheets, et je me dis, au moins j'ai le choix de bien choisir celui avec lequel je vais partager les 5 prochaines années. Ouais. Et faire attention quand on parle, je pense que c'est important de construire, comme le disait Benoît, les relations dans la durée, même si on ne lève pas tout de suite, déjà créer une relation de confiance, déjà donner des éléments à des VC ou des VC potentiels. Mais je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit que comme ces relations ont lieu dans la durée, donner des prévisions qui seront plutôt en dessous de la réalité qu'au-dessus de la réalité. Ça prend du temps. Si vous dites à un VC, dans 6 mois, on fera 100 de chiffre d'affaires, et que 6 mois plus tard, le process n'est pas terminé, que vous êtes à 70, vous êtes mal. Si vous avez dit je serai à 50 dans 6 mois et que vous revenez voir, finalement c'est encore mieux, on est à 70, ça crée de l'attraction, ça crée un momentum, ça crée de la confiance dans la capacité d'un entrepreneur à prévoir et anticiper, et ça crée beaucoup de goodwill pour le VC. Donc ne pas survendre, mais au contraire créer de la pili sur des chiffres, des résultats, la constitution d'une équipe. On n'a pas beaucoup parlé de l'équipe, mais l'équipe, c'est
moi je lis pas mal d'articles, en particulier quand des VC parlent, et ils disent l'équipe finalement aujourd'hui devient un des sujets principaux pour investir, c'est-à-dire de se dire, voilà, on sait que l'équipe, il y a les bons profils, les bonnes compétences, et ils sont capables de gérer un projet pendant très longtemps, de faire aussi des tours à 180 degrés pour adapter le modèle. Est-ce que c'est vraiment le premier critère ou c'est le premier critère, et puis surtout c'est le seul. Et c'est vrai que souvent on a tendance à décortiquer des business models, et on va voir que le business model ne marche pas, donc on ne va pas faire le deal. Et finalement, le logo sera mis au placard notre intuition sur le manager. Et le manager, s'il est bon, il va changer de business model et ça marchera. Je vois Criteo, on a un bon exemple. Criteo, il est venu nous voir 3 fois avec des business models qui tenaient vraiment pas la route. Et le gars est tellement bon qu'il a fini par trouver le bon business model. Nous, on était chez Webel, pareil, c'était un moteur de recherche humain. C'est nul, non avenu, ils n'ont jamais eu un client. Et les gars étaient super bons et c'est devenu le leader des centres de relations clients offshore en France et qui a un succès phénoménal. Donc oui, c'est contre nature, mais il faut arriver à avoir la bonne intuition sur le manager et qui prime, mais de façon monumentale sur la qualité de l'idée, du business model ou du concept. En fait, on fait un métier relativement simple. Nous, on juge pas les business, on juge pas les sociétés, on juge rien de tout ça. On juge que les entrepreneurs, et en fait, on finance pas une société, on finance un entrepreneur. Voilà. Le meilleur exemple, c'est Criteo. On l'a financé avec Elaya, c'était en 2005. Il y avait 3 personnes. Le business model sur lequel on est rentré, je vous en parle même pas parce que voilà. Et au bout de 2 ans, Jean-Baptiste a fait le constat bien avant tout le monde que le business model sur lequel on était ne tenait pas la route. On n'a pas eu besoin de lui dire. Il est intelligent, donc il l'a su 1 an avant nous. Il a changé le business model, il a trouvé autre chose en utilisant une techno un peu commune. Et puis après, c'est parti comme c'est parti. Et donc le business model qui fait le succès d'aujourd'hui, je n'avais pas imaginé 30 secondes lorsqu'on a investi que ça allait être le modèle gagnant. Et toutes les boîtes que j'ai financées, les succès, c'est pas celles que je pensais. Et celles qui ont gagné et que je pensais qu'elles allaient gagner, elles n'ont pas gagné pour la raison pour laquelle je pensais qu'elles allaient gagner. Voilà. Donc il faut rester très humble. Il faut rester très humble. Emmanuel, dans la durée, on fait comment pour que l'histoire d'amour reste une histoire d'amour? Alors, dans la durée, comme ça a été dit, il y a des hauts et des bas, et je crois qu'à un moment donné, il faut arriver à donc continuer sur une totale transparence et à impliquer ses partenaires sur des missions stratégiques. On a toujours besoin, quand la société se développe, de nouvelles ressources, et les VC peuvent jouer des rôles clés sur certaines missions, donc il faut les impliquer. C'est vrai que moi je trouve au début, nous on a Alven en tant que fonds depuis 2 ans et demi. C'est vrai qu'au début on est plutôt à rendre des comptes et à moins s'impliquer. On se voit pendant les réunions, le reporting mensuel, après les trimestriels. Et au bout d'un moment, je trouve que c'est important de ne pas hésiter à les solliciter hors réunion. Je dirais, essayer de les appeler régulièrement, d'envoyer un mail, et après, effectivement, davantage de les impliquer. Tiens, là, je pense qu'il faudrait creuser tel sujet. En revanche, j'ai pas forcément le temps, mais toi, tu as peut-être ton réseau. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Et il ne faut pas hésiter, alors qu'au début, je trouve, la première année, je dirais que je ne le faisais pas forcément tellement. Alors ça c'est un sujet intéressant parce que chez Kappa, on a fait une levée de fonds avec 2 fonds différents. Et nous, le critère de choix, c'était vraiment quelles étaient les personnes qu'on pourrait solliciter le plus et qu'on pourrait faire travailler le mieux pour nous. Alors ça peut vous surprendre, hein, parce que souvent, quand on aborde une levée de fonds, on se dit tiens, j'ai besoin d'argent. De toute façon, on a la trouille parce qu'on a oublié de citer un chiffre qui, moi, m'avait estomaqué, c'est Jean-David Chamboredon qui en parle souvent. Dans la plupart des fonds aujourd'hui en France, ils reçoivent à peu près 2000 dossiers par an, ce qui est énorme. Entre 1000 et 2000, ils font à peu près 300 rendez-vous physiques où ils rencontrent les équipes, ils prennent le temps d'échanger sur les dossiers, rencontrer l'équipe, échanger sur les objectifs, sur la façon de penser. Et finalement, ils vont faire à peu près 4 investissements, entre 3 et 4 investissements par an. Donc, là, on en parle un peu d'égal à égal, mais faut quand même dire la vérité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on a juste la trouille de se dire est-ce qu'on va être reçu, est-ce qu'il va ouvrir mon mail, comment je parais le plus intelligent possible pour qu'il ouvre mon mail et au moins qu'il me demande un rendez-vous, parce que c'est là où je vais pouvoir lui faire mon pitch. Mais finalement, je pense que c'est un peu comme dans un recrutement, quand on choisit d'aller travailler dans une entreprise, il ne faut pas oublier que l'argent d'un VC, on peut toujours en trouver. Si le projet est bon, on en trouvera toujours. Mais ce qui est important, c'est comment on va faire travailler son VC
Et ça, d'ailleurs, c'est assez rigolo. La première fois que vous décrochez votre téléphone et que vous dites à votre VC, tiens, j'aimerais bien que tu m'aides. Est-ce que tu peux réfléchir à tel sujet et revenir vers moi dans 48 heures pour me dire ce que tu en penses? C'est assez jouissif. Et en général, les conseils sont top, donc c'est hyper excitant. Mais ça, c'est un point, comme l'a due deal au début, c'est-à-dire se mettre au même niveau que le VC, parce que finalement, le VC, vous prenez aussi un gros risque de votre côté. Donc, à la fois, vous prenez un gros risque pour investir, mais l'entrepreneur aussi prend un gros risque pour se marier avec vous, quoi. Ouais, donc c'est clair comme ça. C'est vrai que plus vous faites travailler votre VC, plus il sera occupé et moins il sera tenté lui-même d'aller chercher à creuser des points et à se définir lui-même la ligne de travail qu'il a vis-à-vis de vous. Donc vous le tenez occupé, c'est bien, et ça permet de bâtir la confiance aussi. Alors nous, on a souhaité que cette intervention soit hyper interactive, parce que c'est quand même très très rare de pouvoir échanger en direct. Donc là, finalement, pas besoin de mise en contact avec Benoît, avec Cécile, avec Nicolas ou avec Emmanuel. Donc on a souhaité que vous puissiez intervenir directement avec nous pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Est-ce que quelqu'un a des questions? Une question? Et profitez-en, hein, parce que ça ne vous arrivera pas tous les jours. Non, c'est aussi clair que ça. Pas de questions. Ok, bon, vous vous plaindrez pas. Je ne veux pas en entendre un seul qui dit qu'il n'arrive pas à parler avec un VC, à échanger avec un VC. En fait, nous, la conclusion, on a beaucoup échangé sur ce sujet avec Benoît, Cécile, Nicolas, Emmanuel. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, ce sujet était à la fois très intéressant et en même temps difficile, parce que la conclusion qu'on voulait vous faire partager, c'est que finalement, il n'y a pas de règle. Et qu'on a essayé de chercher une recette, nous, côté entrepreneur, en se disant comment on fait pour réussir une levée de fonds et comment on fait après pour que ça se passe bien avec un VC. Donc on vous a donné quelques informations. Mais peut-être, Benoît, tu peux rebondir là-dessus. C'est finalement, on n'arrive pas à tout expliquer, quoi. Je confirme, il n'y a pas vraiment de règles. S'il y avait des règles, notre métier consisterait à utiliser une feuille Excel, hein, donc la vie serait plus facile. Chaque est un cas particulier, chaque entrepreneur ou chaque équipe d'entrepreneurs est un cas particulier qui mérite telle ou telle attention, qui mérite tel ou tel besoin de financement. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Benoît. Je pense que c'est pas un succès que de lever. On prend un risque supplémentaire, on recule la probabilité de succès quand on lève de l'argent auprès d'un VC. Et c'est vrai que je rebondis que sur le trop d'argent peut tuer des sociétés, qu'a exposé Benoît tout à l'heure. C'est vrai que l'agilité, la rapidité, la force d'une start-up, elle vient de son énergie créatrice, qui est du fait qu'elle évolue dans un environnement avec beaucoup de contraintes, de temps, de cash, peu de ressources humaines. Et quand on rentre dans une zone de confort parce qu'on a trop d'argent ou trop levé et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on a un gros antidouleur et on ne sent plus la souffrance. Et le jour où l'argent vient à manquer, on se rend compte qu'on est complètement amputé, estropié. Et il y a un exemple qui m'a frappé récemment, c'est que deux grands succès qui sont Sandpop et Angry Birds ont lancé des applications qui allaient connaître un succès mondial 30 jours avant de fermer la boutique, de mettre la clé sous la porte dans un cri de désespoir créatif qui a fait d'eux des stars mondiales. C'est vrai que souvent, quand on est entrepreneur et qu'on a fait sa première levée de fonds, on pense déjà à la prochaine, parce qu'on se dit finalement c'est un des éléments qui va nous permettre de grossir. Et les échanges avec les VC montrent que effectivement c'est pas la bonne idée et que le fait d'être sous cette addiction-là n'est pas la bonne, quoi. Lever de l'argent, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est développer la société. Et également, faut pas chercher pour l'entrepreneur une valorisation la plus élevée possible. Alors bien sûr, c'est toujours plus la valeur est élevée, plus c'est sympa pour l'entrepreneur parce que la dilution est moindre à montant levé équivalent. Mais quand on met des valorisations trop élevées, ça peut créer une frustration des investisseurs parce que on part du principe que nous, quand on investit dans une société, on veut gagner plusieurs fois notre mise, 3, 4, 5, 10 fois la mise. Donc si on rentre sur une valorisation qui est trop élevée, probabilité d'y arriver proche de zéro. Et moi, je prends toujours l'exemple de Facebook. Facebook a voulu s'introduire sur une base de 100 milliards de dollars. On a vu ce que ça a donné, ils ont perdu 50%. Ils se seraient introduits sur une base de 70. Aujourd'hui, Facebook vaudrait 80. Donc quand on met une expectation qui est trop élevée, ça crée des frustrations parmi ses actionnaires. Et c'est jamais très bon. Et une grosse pression sur l'entrepreneur, quoi, qui a appelé à délivrer un potentiel qu'il a promis, qu'il n'a pas. Il a promis qu'il ne délivrera pas parce que c'est comme ça. Mais bon, finalement, vous trouvez que le fait d'être sous la pression de l'argent, dans le sens plutôt, on fait attention à tout, on essaie d'être créatif, de trouver le bon modèle très très vite, c'est une pression saine. Oui, mais tous nos succès, c'est ceux financés avec très peu d'argent.
Quand on lève 100 millions d'euros, gagner de l'argent, c'est difficile. Hein. Enfin, c'est même impossible. Et ça c'est une grande leçon. Hein. Moi, je l'ai vraiment découvert cet aspect très tard. Entre le modèle du venture des années 90 et le modèle d'aujourd'hui, à l'époque, on parlait en francs, donc maintenant, on parle en euros. Donc tout a divergé d'un facteur 6,57. Les levées étaient 6,57 fois plus importantes, etc. De toute façon, il y a une règle magique. Hein. Quand on lève de l'argent, on donne toujours à son investisseur environ le tiers du capital. Donc on fait un calcul inverse, c'est-à-dire qu'on vaut toujours en valorisation pré-monnaie 2 fois l'argent qu'on lève. Hein, on lève 100. Ça, c'est à retenir, hein, parce qu'on ne le sait pas toujours. Mais on ne devrait pas le dire. Voilà. Donc plus on lève, plus on vaut cher. Dans les années 90, les tours de table, c'était des tours de 3, 4, 5 millions de francs. On rentrait sur des valorisations de 7, 8, 9, 10 millions de francs. On avait des valorisations post-monnaie de, il faut être la somme de 15 millions de francs. Et la boîte, elle était vendue 100 millions de francs, 15 millions d'euros. Donc on faisait un facteur 6, on faisait un x6 sur l'investissement. Et vendre une boîte 100 millions de francs, 15 millions d'euros, on peut faire ça, je ne dis pas toutes les semaines, mais souvent. Maintenant, on fait la même chose en euros, il faut vendre la boîte 6,57 fois plus élevée. Ben, ça arrive très 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 peu souvent. Et c'est le drame du venture. C'est les sorties qui permettent aux investisseurs de gagner de l'argent. Aujourd'hui, lorsqu'on vend une société, les success stories ne permettent pas de rembourser les fonds. Dans le temps, quand on faisait une super opération, on remboursait 3 fois le fonds avec cette opération. Maintenant, les belles opérations, vous remboursez 0,3, 0,4 fois le fonds, vous faites l'addition. Donc les bonnes opérations remboursent 0,3, 0,4, les moyennes 0,1, 0,2. Vous remboursez entre 0,9 et 1,2 fois le fonds au bout de 10 ans, ça ne marche pas. Bon, on va... Ah. Oui, apparemment, il y a... Effectivement, alors ça c'est sûr, hein, ce n'est pas un succès de lever de l'argent, c'est un succès de faire grandir une société. Peut-être juste la conclusion de chacun et après vous redonnez la parole. Benoît, si tu veux, VC mode d'emploi alors. Alors, je crois qu'on a un peu tout dit, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi stricto sensu, c'est toujours un cas particulier, et puis il faut se rencontrer, et puis c'est une relation de confiance qui s'établit, et voilà, je réitère un peu ce que tout le monde a dit, c'est une association entre un entrepreneur et un fonds pendant des durées de 5 à 8 ans. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille, même les sociétés qui sortent sur un succès, il y a toujours une phase intermédiaire un peu critique, donc à un moment ou à un autre, on sera toujours en situation de crise, donc il faut toujours l'intégrer, et la vie n'est jamais linéaire. Moi, je dirais, c'est bien prendre le temps avant de bien choisir son VC au moment voilà, où on a les term sheets et de se dire, bon, bah, je pars avec lui et pas avec lui. Je pense que c'est assez crucial. Puis il y a une question de moment aussi. C'est le bon moment de lever de l'argent. Je pense que dans le business, de toute façon, dans la réussite de tout business, c'est une question de moment. C'est de créer au bon moment sa société, de lever au bon moment. Et il y a une part de chance aussi. Pour rebondir sur ce que dit Benoît, je trouve que c'est pas facile de réconcilier le fait qu'on lève souvent trop, qu'il faut pas trop d'argent pour bien asseoir un business model et le manque d'ambition dont on parlait tout à l'heure. Donc autant je pense qu'il faut vraiment caler son business model, caler le moteur de sa société avec le minimum d'argent possible pour pas sortir de la route. Autant je pense qu'il faut aussi savoir accélérer et savoir lever au bon moment quand c'est bien calé pour prendre le marché avant et pas attendre que d'autres le prennent et pas aller trop lentement. C'est vrai qu'une start-up, on dit soit elle meurt, soit elle croît trop vite. Une start-up qui a plus de croissance, elle se fait marginaliser et sort du marché. Et je trouve que c'est très difficile pour quelqu'un qui doit sa survie au fait qu'il n'a pas trop dépensé, qu'il a été très radin, avant de dépenser 1 euro, il s'est assuré qu'il en aurait 2 en retour. Tout d'un coup de se mettre dans un mode complètement inverse et de lâcher les chiens et de croître pour apprendre le marché. Et c'est vrai que c'est là où ça demande, où l'entrepreneur doit être un fin tacticien et un peu schizophrène et protéiforme. Manu. C'est pour toi, Benoît. J'ai pas compris ce que c'est, mais ça a l'air sympa comme deal. Donc en conclusion, je crois qu'il faut appliquer des règles simples, privilégier la relation humaine avec ses partenaires et donc bien les choisir, ne pas focaliser sur les montants levés mais sur tout ce qu'il y a derrière. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais la valorisation n'est pas une fin en soi. Tout ce qui va accompagner la valorisation dans la term sheet et dans le pacte est beaucoup plus important. Essayez de ne pas multiplier trop les VC. Je pense que le 1, 2 VC, c'est excellent. Dès qu'on est à 3, 4, on peut avoir des divergences. Et ça, c'est ce qui peut tuer la stratégie de la boîte. Il faut que les intérêts soient toujours alignés entre le management et les VC. Et donc, essayer de garder un petit nombre d'investisseurs. Non seulement ça peut tuer la stratégie de la boîte, mais ça peut tuer la boîte tout court. Hein. Ouais.
Et moi, ma conclusion, c'est que effectivement, je pense que le mot mariage est pas mal vu et que finalement, Emmanuel vient de l'aborder, mais le fait de toujours aligner ses objectifs et ses intérêts avec ses VC depuis le début, c'est-à-dire est-ce qu'on a la même idée de la boîte, est-ce qu'on a la même idée de l'équipe, est-ce qu'on a la même idée du PNL, est-ce qu'on a la même idée de la vitesse à laquelle on va exécuter. Ça, faut le faire avant de lever, faut le faire tout au début de la boîte, au milieu, et le milieu souvent il dure longtemps parce que comme l'a dit Benoît, il y a toujours dans une start-up des moments euphoriques et puis des moments après l'euphorie, finalement l'euphorie, on est souvent sur des plateaux, hein, vous savez, ça monte, plateau, ça remonte, ça redescend un peu, etc. Donc, et puis aussi ne pas oublier la sortie, parce que qui dit qu'un investisseur investit, ça veut dire qu'un jour la société sera vendue. Et donc moi je pense aussi dès le début aligner avec ses investisseurs les objectifs de sortie, pour qu'après, on les ait en tête pendant les années pendant lesquelles on va travailler ensemble. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir? Alors là, on n'avait pas compris, donc je ne sais pas si... Ah! Alors bonjour, j'avais une question juste avant, là c'était avec les chiffres, avec parlant notamment de Y Combinator, donc Vincent Prétet du cabinet Novathlon Consulting de Bordeaux. Tout à l'heure, on a une image assez sympa. Le capital risque, c'est un peu un étang rempli de crocodiles avec une famille près du lac. Et aujourd'hui, le capital risque, le modèle usuel, c'est effectivement une famille avec quelques enfants. On prend le temps de les concevoir et puis il y a quelques crocodiles dans le lac. Si on mettait une grande foule près du lac et qu'on laissait beaucoup d'enfants se faire manger, et qu'au lieu d'investir beaucoup, on investirait des tickets de 100 ou multi. C'est un petit peu ce qui s'est dit la semaine dernière lors d'une conférence à San Francisco, pré-monnaie sur 500 startups, c'est l'accélérateur. C'est le modèle du Y Combinator. N'aurait-on pas intérêt, pour accélérer finalement le développement de nos startups, à accélérer aussi le déblocage du capital et du coup investir sur des tickets beaucoup plus petits, beaucoup plus rapidement et finalement fail fast à tous les niveaux? Si je peux me permettre rapidement, de facto, c'est un peu ce qu'on fait, notamment parce que le coût de la technologie, il faut aujourd'hui quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros pour faire quelque chose qui avait besoin de plusieurs millions il y a 10 ans. Avec l'open source, avec les technologies sont quasiment gratuites, avec la viralité Internet, un bon produit peut être marketé, avoir un succès rapidement, donc c'est beaucoup moins cher de créer un bon produit et une bonne start-up qu'avant. Donc en effet, il faut moins y investir. Et je pense qu'on essaye de s'y adapter. Nous, sur les 3 premiers investissements du fonds Al24, les 2 premiers investissements ont été des tickets de 300 000 euros et le 3e, un ticket de 3 millions d'euros. Donc oui, il faut s'adapter à cette situation avec une espèce de paradoxe gymnastique à faire. C'est quand on gère 120 millions d'euros, faire des tickets de 300 000 euros, on ne peut pas faire que ça prend du temps et donc il faut réconcilier un peu les extrêmes. Mais les fonds font de plus en plus d'investissements dans ces montants-là et s'adaptent à la réalité des startups d'aujourd'hui, oui, en partie. Benoît? Non, je crois que tu as tout dit. Une petite question par ici, désolé, par là, coucou. Olivier et Mathieu. Ma question, c'est, je me demande plutôt comment changer le métier de VC en allongeant, en étant plus long terme, en changeant un peu les critères et la durée, parce que finalement, j'ai l'impression que on dit qu'on n'a pas assez d'ETI en France, enfin pas assez de PME qui deviennent des ETI, pas assez d'ETI qui deviennent des grandes entreprises. J'ai l'impression que les entreprises ont besoin de temps. Alors, pour aller à l'international, pour se développer, etc. Et les VC ont des TRI, des LPs qui imposent des contraintes de temps. Donc je vois beaucoup de VC qui drop, qui abandonnent des dossiers qui peut-être auraient été prometteurs. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour changer les critères de TRI, critères de durée de temps, et acheter ce temps-là un peu plus longuement, quoi. Je crois que dans les faits, un fonds d'investissement, si on tient compte, un fonds d'investissement, typiquement, c'est une période d'investissement. Donc c'est une palissade, c'est la période pendant laquelle le fonds investit, c'est quelques années. Et ensuite les durées de vie du fonds, en général, vont jusqu'à 12 ans, voire plus. Donc ça permet de garder une société en portefeuille une bonne dizaine d'années. En une bonne dizaine d'années, on a le temps de faire développer la société. Alors bien sûr, il peut manquer 1 an, 2 ans. Mais ça, après, c'est pas la législation qu'il faut changer, c'est plus c'est à l'investisseur de pouvoir étendre la période de vie du fonds, et qui, à mon avis, est pas antinomique avec développer des grandes sociétés. Ceci dit, moi, je suis un peu d'accord avec. C'est vrai que ça peut prendre
5-6 ans rien que de jeter les bases d'une société. Et quand on investit, nous on l'a vu sur seloger.com où ça a pris beaucoup de temps, et finalement, quand ça commence à décoller, le plus dur est fait, et si on ne peut pas réinvestir ou rester plus longtemps, on rate une bonne partie de la croissance. C'est vrai aussi que quand on a travaillé pendant longtemps avec un entrepreneur, qu'on a confiance dans l'entrepreneur, qu'on connaît le business, qu'on connaît le marché, c'est beaucoup moins risqué, ça a beaucoup plus de sens de réinvestir dans des sociétés qu'on accompagne depuis 5, 6, 7 ans que dans des nouveaux venus dont on ne connaît rien du marché et très peu de l'entrepreneur parce qu'on l'a vu 5 fois en pitch et qu'on a pris de référence. Donc moi je suis assez, c'est vrai que si on pouvait, c'est vrai que je trouve ça assez frustrant d'être obligé de sortir de trop tôt de belles affaires. Là il y a Companeo qui est dans la salle, ne me contredira pas. C'est toujours un peu frustrant de sortir trop tôt. On aimerait bien mieux accompagner et plus longtemps les sociétés et les entrepreneurs parce que la forte croissance n'est pas forcément dans les 5-10 premières années. Une question, on parle beaucoup du passage des ETI en succès, enfin comment on fait grossir les entreprises, ça passe par l'internationalisation. Quel VC pour quel marché? Comment vous jugez entre pairs des VC? Je crois que les VC, ce sont des gens qui financent des boîtes de la création à un certain stade de maturité. Ensuite, pour que ces boîtes deviennent des ETI, il y a d'autres investisseurs dont c'est leur métier d'investir plutôt des dizaines de millions d'euros. Nous, en tant qu'investisseurs, typiquement, on investit plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions, c'est quoi, 5 à 10? Ça permet d'accéder à un certain stade de développement. Et après, pour les stades de développement ultimes, il faut faire des gros tours, 30, 40, 50, 60 millions d'euros. Et ça, ce sont d'autres investisseurs qui le font. Et pour moi, c'est pas gênant que ce ne soient pas les mêmes investisseurs. Même en plus, si ces investisseurs ne sont pas des investisseurs français, ce sont des Américains, so what? Ça nous est égal. Hein. Là, pour moi, c'est pas gênant. Et chaque investisseur a son rôle à jouer. Un investisseur qui va investir dans une société qui est déjà mature, investir un ticket de 50 millions d'euros, son espérance de gain, typiquement, c'est de faire un x2, x2,5, il sera très content, c'est de faire un TRI de 15% sur 5-6 ans. Alors que nous, vu les risques qu'on prend, on veut faire typiquement un x10. Alors on fait pas toujours un x10, rassurez-vous, on aimerait en faire beaucoup plus. Mais il faut qu'on ait au moins, quand on investit, la possibilité, il faut qu'on rêve de pouvoir faire un x10. Même si in fine on fait un x2, on sera très content. Il faut pouvoir faire un x10. Un investisseur, en plus, c'est early stage, il se contentera d'un x2. Pourquoi? Parce que le risque est moindre. Voilà, donc le risque est moindre, on se contente d'une rentabilité moindre. Nous, le risque est maximal. Donc on veut pouvoir espérer une rentabilité plus élevée. On ne l'a pas toujours, mais on veut au moins espérer, au moins rêver. Mais c'est vrai qu'il y a un manque en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'écosystème est beaucoup plus ancien. Donc il y a des gens qui connaissent la tech, qui ont toujours investi dans la tech, qui ont commencé avec des fonds d'early stage, qui ont grossi, qui ont des fonds qui ont une taille qui fait qu'ils peuvent investir 50 millions d'euros à 100 millions d'euros dans des sociétés technologiques. C'est vrai qu'en France, il nous manque ce maillon post-VC. La bourse est fermée. Et il n'y a pas d'investisseurs, ou peu, il y avait un Pax un peu français qui souhaitent investir des gros montants dans la technologie pour prendre le relais des VC. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui joue ce jeu-là? C'est les fonds américains, c'est les Summit, c'est les Carlyle, qui ont une expérience tech et qui ont la capacité à faire des gros deals dans des sociétés de croissance. Et un peu le FSI, un peu aussi, et un peu la réponse française, dit on va avoir un investisseur professionnel, qui a des réflexes professionnels et qui va créer un peu, qui va porter des startups et leur permettre de continuer à se développer sans avoir à se vendre tout de suite à un Américain. Et le seul auquel je pense, acteur français qui peut investir 20 millions d'euros dans une société en prenant le relais des fonds de VC. Si on fait bien notre boulot, dans 10 ans, il investira des tickets de 100 millions d'euros dans des ex-startups pour financer leur croissance américaine.